Bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés ce matin. Donc sur un sujet qui est extrêmement important, on va dialoguer autour de la CSRD et notamment le volet social de la CSRD avec une enquête qu'on a menée depuis quelques semaines et savoir si la fonction RH a un niveau de maturité sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, 4 thèmes, 4 sujets qu'on va aborder. Donc la genèse de cette étude dans un premier temps, voir dans un second temps les degrés de maturité de la fonction RH sur cette thématique-là. Dans un troisième temps, les opportunités et les enjeux qui peuvent en découler. Et enfin, un mot de conclusion et aussi avoir une vision prospective. Aujourd'hui, pour nous accompagner, donc beaucoup de monde et beaucoup de parties prenantes. Et je laisse Margot se présenter dans un premier temps. Merci Franck, bonjour mesdames, bonjour à toutes et tous. Margot Petit-Collat, je suis senior consultante au sein des équipes Capital Humain de Deloitte Conseil et j'interviens aujourd'hui au titre de mon expertise sur les enjeux ESG et notamment sur les enjeux d'application de la norme sociale de la SSRD auprès des entreprises. Et je suis ravie d'avoir pu mener cette enquête avec les équipes en interne de Deloitte et également nos partenaires autour de la table et de pouvoir vous la restituer aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Breton-Cuny. J'interviens ici au titre de vice-présidente de la NDRH. Nous sommes effectivement associés à cette étude. C'est un sujet important pour nous. Et dans la vie professionnelle, je suis la DRH du groupe AFNOR. Bonjour à tous et à toutes. Elsa Brachet, je suis secrétaire confédérale en charge de la RSE et de la gouvernance d'entreprise à la CFDT. La CFDT s'intéresse depuis longtemps à la transformation des modèles d'affaires et je suis ravie de venir parler CSRD. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lydie Recorbet, chargée de mission engagement social et sociétal au sein de l'ORS, Observatoire de la RSE. Pour vous dire d'où je parle, en fait, l'ORS, Observatoire de la RSE, nous sommes une association loi 1901 qui regroupons en réseau des organisations multiparties prenantes, ce qui est plutôt atypique dans le paysage des organisations qui gravitent sur les sujets de RSE. Nous avons aussi bien des entreprises de grande taille, de taille intermédiaire et plus petite, que des associations qui travaillent et qui sont adhérentes à l'ORS. Nous avons aussi des fédérations professionnelles et on s'enorgueillit d'avoir aussi les organisations syndicales, ce qui explique que même si notre point d'entrée dans les entreprises, c'est la RSE et les fonctions RSE, on fait nôtre les sujets de dialogue entre les fonctions et entre les secteurs au sein de l'ORS. Donc tout de suite, le projet porté par Deloitte avec la NDRH nous a intéressés parce que ça nous parle d'impliquer les fonctions RH sur cet enjeu de CSRD. Merci Lydie, merci à toutes pour ces présentations. Petit point d'organisation, les questions-réponses, vous pouvez les poser dans le fil, dans le chat, n'hésitez pas, on y répondra si on a un peu de temps, mais je pense qu'on va être assez court, donc on y répondra par écrit, ou en tout cas on vous reviendra d'ici la fin de la semaine. Très rapidement, donc dans un premier temps, ce qu'on voulait voir avec vous, c'était la genèse de cette étude et voir effectivement comment la CSRD révolutionne un peu le reporting extra-financier, et on verra avec Margot qui va prendre la suite. Est-ce que c'est plus que du reporting extra-financier? Merci Franck. Rapidement, du coup, pour reposer un peu le contexte de cette étude, on observe depuis plusieurs années un renforcement du cadre réglementaire ESG qui se traduit au niveau de l'Union européenne par la mise en œuvre du Pacte vert, ou du Green Deal. Qu'est-ce que le Pacte vert? C'est une initiative politique de l'Union européenne dont l'ambition est de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Et pour y parvenir, l'Union européenne s'est fixé 3 grands objectifs autour d'une politique de finances durables et elle se dote progressivement d'un cadre législatif commun à toutes les entreprises au niveau de l'Union européenne, dont cette fameuse CSRD se veut la pierre angulaire. Alors, on parle CSRD, donc c'est l'acronyme pour Corporate Sustainability Reporting Directive, autrement dit, donc reporting de durabilité des entreprises en français. Et ce qui est intéressant, comme le soulignait Franck à l'instant ici, c'est qu'on a vraiment un changement de sémantique au niveau du terme utilisé, puisque là où on parlait d'extra-financier, et pour les plus experts d'entre nous, avec sa prédécesseuse, donc la déclaration de performance extra-financière, la DPEF, on vient aujourd'hui parler de durabilité. C'est-à-dire qu'on oppose
plus désormais le financier et l'extra-financier. On ne juxtapose plus l'extra-financier comme une couche supplémentaire au financier, mais on vient vraiment porter le sujet de la durabilité dans les stratégies et les engagements des entreprises. Donc la CSRD, son objectif premier finalement, c'est de venir harmoniser les pratiques de reporting de durabilité des entreprises. Pourquoi ? Pour, comme on le disait, porter finalement un même niveau de qualité à l'information extra-financière et à l'information financière, et puis faciliter finalement la comparabilité des performances ESG d'une entreprise à une autre. Parce qu'on va le voir un petit peu plus en détail après, mais demain, le fait qu'il y ait des standards de reporting va permettre aux parties prenantes internes et externes des organisations de venir comparer une entreprise avec ses pairs. Un deuxième enjeu assez principal ici, c'est sur cette notion d'application. On a à la fois un périmètre étendu, puisque je parlais de la DPEF qui auparavant concernait environ 11 000 entreprises. Aujourd'hui, la CSRD va concerner plus de 50 000 sociétés au sein de l'Union européenne, avec un calendrier d'application qui va dépendre de la taille de l'entreprise, et donc 2025 sur les données 2024 pour les premières entreprises concernées. Si on s'attarde maintenant rapidement sur les enjeux d'application de la CSRD, qui découlent finalement de cet objectif de venir harmoniser les pratiques de reporting, c'est le fait que demain, les rapports de durabilité des entreprises seront davantage structurés avec des normes très précises que sont les normes ESRS. Et donc, on a un jeu de 12 normes ESRS sur les 3 volets de l'ESG, environnement, social et gouvernance, dont 4 normes dédiées au volet social, et une plus particulièrement qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la norme ESRS S1 sur les effectifs de l'entreprise. Entendons par là peut-être dans un jargon plus RH, si je puis dire, autour du capital humain de l'entreprise. Ce qui est intéressant peut-être de souligner rapidement ici, c'est que le cadre de la CSRD, elle pose un niveau d'information assez développé, puisqu'on a environ 1000 points de données à reporter, dont 2 tiers d'informations qualitatives, donc avec une part prépondérante du narratif, et puis un principe ancré de la CSRD qui fait vraiment sa nouveauté finalement en termes de reporting, qui est le principe de double matérialité. C'est-à-dire que demain, les entreprises vont devoir venir reporter sur leurs enjeux, identifier leurs impacts financiers, c'est-à-dire quel est l'impact des activités de l'entreprise sur l'environnement et la société, mais aussi quels sont les impacts de ces enjeux environnementaux et sociaux sur leur performance financière. C'est ce qui est vraiment ce qui va guider le reporting de la CSRD. Sur le volet social, enfin, si on veut aller un petit peu plus en entonnoir et se concentrer sur cette norme sociale ESRS S1 effective de l'entreprise, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a des exigences de publication avec des points de données à reporter qui peuvent aller jusqu'à 200 indicateurs, soit, si on voit avec ce qu'on a vu auparavant, près de 20% finalement de la totalité des indicateurs requis dans l'ensemble de la norme. Donc ce qui est assez conséquent, avec une part prépondérante sur la norme sociale des informations qualitatives qui représente près de 60% des informations à reporter. On vous a remis ici à l'écran du coup les principales thématiques. Nous, on les découpe en 8 thématiques sociales pour que ce soit en raccord peut-être plus avec les enjeux qu'on a l'habitude de voir au sein des entreprises. Donc 8 thématiques. La première autour des effectifs de l'entreprise. Et ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, la norme considère les effectifs de l'entreprise comme les salariés, mais aussi les non-salariés. Et on reviendra sur cette notion un petit peu après. Une autre thématique autour de la négociation collective et du dialogue social. Une thématique autour de la diversité et de l'inclusion, la formation et le développement des compétences. On retrouve les enjeux de santé, sécurité et protection sociale, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, bien sûr les enjeux de rémunération et ceux autour des droits de l'homme. Donc avant même de rentrer dans le détail, on peut peut-être s'interroger et se dire finalement ces thématiques sont des thématiques abordées par la fonction RH et donc peu novatrices. Mais ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que la CSRD va finalement venir requérir un niveau d'information assez poussé et ce qui va être assez disruptif et qui va
finalement induire de nouveaux enjeux et de nouvelles exigences en matière de reporting pour la fonction RH. Et donc, en échangeant avec nos clients, en échangeant avec nos partenaires autour de la table, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un manque d'intérêt, un manque de connaissances sur ces enjeux CSRD, notamment sur la norme sociale auprès de la fonction RH, peut-être par un manque de familiarité ou de connaissance du sujet, finalement. Et ce, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de des directions, des leaders RH ou des équipes opérationnelles. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on a décidé de venir mesurer la maturité de la fonction RH au regard de ces nouvelles exigences de reporting social, afin, d'une part, de venir alerter sur les défis à venir, et on en discutera tous ensemble juste après, et d'autre part, également, peut-être, de venir souligner le changement ou impulser le changement qui peut être induit par la mise en œuvre de cette CSRD. Donc, une enquête en 2 temps. Dans un premier temps, une approche plutôt quantitative, avec un questionnaire assez rapide d'une douzaine de questions pour venir vraiment identifier les tendances principales et les défis autour de cette application de la norme sociale de la CSRD. 74 entreprises ont répondu à ce questionnaire, avec un tiers d'entreprises du CAC 40, ce qui représente au global plus de 2 millions de salariés, et avec un profil de répondants des fonctions, alors principalement des directions RH, mais également, comme on peut le voir ici, des responsables RH, des directeurs des relations sociales, des responsables Comp & Ben, et même des directeurs RSE qui prennent le sujet également. Une deuxième approche, également plutôt qualitative, ici avec des entretiens semi-directifs que nous avons menés auprès de directeurs RH, de directeurs RSE, mais aussi auprès d'organisations syndicales. Donc une dizaine d'entretiens ici qui nous permettent d'illustrer finalement avec des réalités terrain un peu plus opérationnelles et d'apporter davantage de contenu et de pouvoir croiser aussi les regards et les perspectives de chacune des parties prenantes d'une organisation. Merci Margot pour tous ces éléments-là. Peut-être un chiffre qui nous a étonné au tout début, sans dévoiler les résultats qu'on va voir juste après, 74 entreprises répondantes. C'est à la fois beaucoup et peu. On est plutôt habitué à voir plus, mais ça marque déjà potentiellement, effectivement, soit un manque d'intérêt, soit potentiellement pas une visibilité sur ce qu'est la CSRD et son volet social. Donc déjà, c'était un premier point d'aiguillage sur les résultats. Et au passage, on remercie quand même les 74 entreprises répondantes et aussi les personnes qui se sont prêtées au jeu des 10 entretiens, puisque c'était des entretiens de l'ordre de 1 heure à 1 heure et demie à chaque fois. Donc merci à eux et on les remercie vraiment vivement là-dessus, puisqu'on a donné beaucoup d'informations qualitatives derrière. Le deuxième point qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui, c'est les résultats de l'enquête concrètement. Quel niveau de maturité? On aura pu mettre un S et un X sur le niveau de maturité, puisqu'on va voir plein de choses. Sur la fonction RH, est-ce qu'elle est prête effectivement sur ce reporting social? Et on va voir qu'on a mis 4 temps, on va dire, pour disséquer les résultats. Et ça vous permet aussi d'avoir des idées des différents niveaux qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Donc le premier point qu'on souhaitait voir avec vous, c'est autour de la gouvernance. Et Margot, je te laisse la parole pour effectivement évoquer ce point-là. Merci Franck. Effectivement, le point de départ de notre étude, qui est finalement le point de départ de tout projet à mettre en œuvre, comme la CSRD est un projet en soi, ça a été de venir considérer le niveau de connaissance et de compréhension de la norme ESRS 1 de la CSRD. Et donc, 3 constats qui ressortent de cette mesure. Le premier, c'est qu'un tiers des entreprises répondantes ne savaient pas au moment de l'étude si elles étaient soumises à la CSRD ou non. Ce qui vient finalement conforter un deuxième constat qu'on a pu identifier aussi au cours de nos échanges, c'est une certaine frilosité des organisations et de la fonction RH au regard de cette nouvelle réglementation, parce qu'elles l'aperçoivent de prime abord comme un exercice réglementaire, une énième contrainte réglementaire, technique et complexe à appréhender. Et pour preuve, 24% des entreprises interrogées seulement estiment avoir un niveau de compréhension élevé de la norme sociale et de ses exigences. Effectivement, la CSRD, quand on vous pose le texte devant vous, le texte de loi, c'est un gros paquet, c'est de nombreuses pages. Donc ça peut
c'est une nouveauté. C'est un exercice qui est technique. C'est des textes très denses avec du vocabulaire assez spécifique. Et donc, il y a vraiment cet enjeu que la majorité, plus de 60% des entreprises l'ont bien identifié, de s'assurer de la bonne compréhension de la norme sociale, comme pour débuter finalement ce projet CSRD. Et donc le constat ici des résultats, c'est peut-être que de mettre en avant que le niveau de maturité de la fonction RH est encore un peu en deçà des attentes et que ça pose le défi finalement des compétences et de l'expertise à acquérir ou à développer au sein de la fonction RH sur la CSRD et la norme sociale pour vraiment enclencher ce projet CSRD. Une deuxième tendance identifiée au travers de ce questionnaire, c'est finalement la difficile formalisation d'un projet interne et d'une gouvernance associée. On a une appropriation, une implication de la fonction RH qui existe, on ne peut pas le nier, mais qui est encore peut-être trop timide par rapport aux enjeux de la CSRD et donc cette nécessité de mettre en œuvre un projet et une gouvernance associée qui devrait être initiée finalement en 3 actions prioritaires. La première qui est le fait de venir engager les parties prenantes autour de cette norme sociale de la CSRD. Et ici, on voit bien tout de même que la majorité des entreprises qu'on a interrogées, notamment dans le cadre de nos entretiens, ont conscience de cette nécessité de venir mobiliser les parties prenantes autour d'un projet qui soit porteur de sens, qui aille au-delà de l'exercice de reporting, mais qui soit un projet plus global. Et d'ailleurs, cette quête de sens, finalement, c'est aussi un peu le point de départ de tout projet de transformation RH. On a une deuxième action, finalement, qui est de venir piloter cette norme sociale. Et ici, en revanche, on a un peu une différence, c'est-à-dire qu'on sent que le sujet de la gouvernance ou de qui va être à la manœuvre de cette norme sociale n'est pas forcément totalement arrêté, identifié ou pris par les directions RH, puisqu'on a seulement 51% des entreprises interrogées qui disent attribuer cette gestion et ce pilotage de ces enjeux de la norme sociale à la direction des ressources humaines. Et du coup, une troisième action identifiée nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui doit être pris en compte, c'est le fait de venir prioriser finalement les étapes et les actions à mettre en œuvre pour conduire ce projet CSRD. Et ici, on voit que 2/3 des entreprises répondantes ont tout de même cerné l'importance de venir avoir une vision globale des marches à franchir pour se mettre en ordre de marche et donc s'emparer de 2 sujets importants que sont l'analyse de double matérialité et l'état des lieux finalement de l'existant. Le constat général ici, c'est peut-être que la fonction RH ne s'est pas totalement emparée du sujet et de ces nouveaux enjeux de reporting social, alors même que la CSRD accorde une part importante aux thématiques sociales dans ses exigences de publication. Et donc, ça devrait être le moyen pour la fonction RH de venir réaffirmer ses responsabilités en matière de gestion du capital humain, de venir peut-être renforcer sa collaboration avec les autres fonctions clés de l'entreprise et puis également venir affirmer sa position dans les enjeux culturels que soulèvent les enjeux de CSRD et de conduite de changement. Merci Margot, très clair, pardon. Donc effectivement un rôle de chef d'orchestre quelque part qu'il faut réorganiser ou en tout cas organiser. C'est vrai qu'un regard critique d'une fonction RH sur des sujets sociaux, ça paraît quand même essentiel, notamment dans l'état de la CSRD. Et derrière aussi à avoir une vision des actions stratégiques ou en tout cas des trajectoires à mener, puisque comme tu l'as dit au tout début, c'est 2024-2025, mais c'est aussi 2028 après avec des nouvelles exigences. Le deuxième grand temps sur les résultats, c'est aussi sur l'organisation. On appelait ça organisation, on aurait pu appeler ça stratégie, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Effectivement, on a voulu dans un deuxième temps prendre le pouls du niveau d'anticipation et de préparation des organisations sur ce sujet. Ce qui ressort ici, c'est d'une part le constat que les entreprises, ou en tout cas la fonction RH, est plutôt mature et confiante vis-à-vis du reporting social sur un périmètre France. Et
Une preuve en est que près de plus de 60% finalement déclarent à parvenir à remplir totalement les obligations légales existantes en matière de reporting social, et ce du fait peut-être, même principalement on le sait, que la France est dotée depuis plusieurs années de reporting social avec la mise en place du bilan social, et qui, plus tard, avec de nouvelles exigences au titre de la BDESE, de l'index égalité hommes-femmes ou même du DUERP. Et donc, en ce sens, les indicateurs requis par la CSRD, qui couvrent les thématiques des lois existantes, ne sont pas tant nouveaux ni disruptifs sur un périmètre France. En parallèle, ce qu'on observe, c'est que les grandes entreprises ont su mesurer l'ampleur de la démarche que nécessite le projet CSRD, puisque sur la moitié des entreprises qui disent avoir déjà pris des dispositions pour anticiper l'entrée en vigueur de la CSRD, l'application de la norme sociale, plus de 75% d'entre elles sont des grandes entreprises notamment. Donc les organisations, ici, ce qu'on peut dire, c'est que les organisations historiquement engagées dans des démarches ESG ou dans des reportings ESG, qui parviennent à remplir leurs exigences réglementaires locales en France, semblent avoir un avantage finalement pour se mettre en ordre de marche et anticiper des enjeux d'application de la CSRD. Pour autant, de façon générale, ce qu'on observe ici, c'est un certain paradoxe, puisque la moitié des entreprises, qu'elles soient finalement habituées à faire des exercices de reporting ou que ce soit des grandes entreprises, la moitié d'entre elles estiment ne pas avoir les ressources internes nécessaires pour se préparer et mettre en œuvre les exigences de la CSRD et plus particulièrement les enjeux d'application de la norme sociale. Cela peut se traduire assez facilement, notamment parce que la CSRD, elle va aller plus loin que les exigences actuelles, que la BDESE ou que le bilan social. D'une part, parce qu'on a un changement d'échelle au niveau du périmètre de reporting, là où on était avec la BDESE, le bilan social ou l'index par entité, ou même au niveau de la France sur les sociétés personnes morales. Aujourd'hui, on vient vraiment parler du périmètre consolidé de l'entreprise. Et puis, un deuxième changement d'échelle également sur cette notion qu'on évoquait en introduction, où on va venir demander une part importante d'informations qualitatives, et donc un enjeu très fort autour du narratif, qui nécessite, in fine, une charge de travail supplémentaire, de collecte, de consolidation, et une charge de travail qui est parfois difficile à quantifier et à anticiper pour les organisations. Et donc, finalement, cette rigueur de la CSRD vient poser un niveau de préparation à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on sent que les entreprises sont prêtes sur un certain périmètre, mais que finalement, il va quand même falloir aller plus loin et appréhender un enjeu plus complexe de reporting. Merci Margot, très clair. Donc, un sujet à deux vitesses, on va dire, et une problématique de ressources derrière, avec une charge de travail qui n'est pas forcément estimée, ou en tout cas estimable à l'heure actuelle. Et c'est vrai, tu l'as rappelé au début, un enjeu de qualité de l'information qui va être extrêmement important dans les reportings, au-delà du fait d'avoir des données qui soient totalement fiables. Et c'est le dernier point qu'on veut voir, en tout cas le troisième point qu'on veut voir sur la méthodologie, des enjeux de données, mais de méthodologie avec des enjeux, on va dire, j'appelle ça glocal, des enjeux globaux et locaux qui vont être assez importants pour les entreprises. Et tu peux nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, la CSRD, on le dit, elle pose le défi d'une information plus complexe, plus détaillée, sur un périmètre étendu. Et donc, les exigences de la norme ESRS S1 induisent de nouveaux enjeux méthodologiques de collecte et d'exploitation de données, de construction de données, qui pose le constat qu'on voit ici d'écart de maturité qu'il va falloir considérer dans la mise en œuvre de cette norme sociale CSRD. Qu'il s'agisse d'informations qualitatives ou quantitatives, on voit bien ici à l'écran qu'on a des écarts de maturité et que les entreprises sont davantage matures sur la collecte et l'exploitation de données quand il s'agit du périmètre français, entre guillemets. Et donc, on peut faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, sur le fait que les entreprises ou la fonction RH a pour habitude de faire des reportings sociaux
sur un certain périmètre. Et puis, cette différence de maturité, elle se traduit aussi au niveau des thématiques. Et ça conforte cette idée que finalement, historiquement, les organisations se concentrent au niveau de la France sur des enjeux RH qu'on connaît bien, autour des effectifs, autour de la rémunération, de la santé-sécurité. Mais que quand on change d'échelle, finalement, on a une maturité qui est moindre en termes de disponibilité, de qualité aussi de la donnée sur ces enjeux. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'effectivement, ces nouvelles exigences de reporting, elles vont nécessiter un nombre important d'obligations à reporter, qui, selon les entreprises, leurs enjeux et leur maturité, seront soit des nouveaux indicateurs, soit des informations qu'il va falloir construire, définir ou améliorer. Et parfois, peut-être, on a aussi vu le cas avec certaines entreprises, c'est qu'on a des informations existantes, mais qu'il va falloir compléter ou fiabiliser pour répondre totalement aux exigences de la CSRD. Très clair, merci beaucoup. Peut-être un premier temps un peu de pause, en tout cas d'échange. Avec tous ces chiffres-là, on voit que globalement, si on résume, il y a quand même pas mal d'enjeux. On s'est attardé sur, on appelait ça des illustrations, mais sur 2 sujets qui nous paraissent essentiels. C'est la notion de non-salarié versus salarié, mécaniquement, et la notion de salaire décent, puisque c'est des enjeux assez majeurs qu'on voit quasiment tous les jours quand on discute avec les entreprises. Pour la NDRH, sur la première thématique, la notion de non-salarié, qu'est-ce que ça implique ? Oui, merci. J'aurais bien d'ailleurs aimé parler un petit peu des résultats, parce qu'il faut savoir qu'à la fois il y a eu la population RH qui a répondu et la population RSE, ce qui fait également sourire par rapport à la question du pilotage. Maintenant, effectivement, la différence, nous on représente 12 millions de salariés, tout le monde ne va pas être effectivement touché par le sujet, mais quand comment on a des filiales à l'international, on se rend bien compte qu'il y a également le droit national qui a un impact notamment sur le transfert des datas, pour ne citer que l'Allemagne. Maintenant, si on regarde cette question que vous posez sur les non-salariés, moi je trouve qu'il y a un problème déjà de traduction dans cette norme, puisque c'est un petit peu quand on faisait du développement durable, on aurait dû appeler ça le développement soutenable, parce qu'en réalité, si vous voulez, cette norme sociale, finalement, nous, on est dans la partie own workforce, donc sa propre main-d'œuvre, sa propre force de travail. La traduction d'effectifs est pour moi une très mauvaise traduction, puisque vous avez bien vu, et merci Margot d'avoir présenté les différents items dans lesquels on a des métriques, où là, on voit bien le thème effectif. Donc, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que là, contrairement à d'autres, on parlera, peut-être certains d'entre vous parleront du numéro 2 qui parle des travailleurs sur la chaîne de valeur. Là, on aurait dû traduire ça par les travailleurs qui vraiment sont dans la partie entreprise, production. Donc voilà, ce petit point. Maintenant, quand on parle de la notion non salariée, ce qu'on peut dire, et nous on le voit bien, que ce soit dans les appels d'offres, la réponse de nos indicateurs RSE, on a toujours dans les cotations, généralement les meilleures notes, parce qu'on est très avancé en droit français, et notamment, on n'a qu'à rappeler le bilan social, même si entre le bilan social, le rapport comparé, l'index, on pourrait demander un jour qu'il y ait une petite fusion et un léger allègement qui nous ferait dire qu'on aura moins de charges de travail avec les nouveaux critères qui arrivent. Mais quand vous regardez dans le bilan social, ça fait longtemps dans le point 1.2, vous savez, ça va être bientôt l'époque où on va se mettre à faire notre bilan social, enfin nos bilans, parce que quand on a plusieurs entités juridiques, on en a plusieurs, mais on a déjà cette partie sur effectivement ce qu'on appelle les travailleurs non salariés. Et là, on dit bien entre les intérimaires, les autres, les stagiaires, etc. Donc on a vraiment déjà un certain nombre d'éléments, mais c'est vrai qu'il faudra peut-être aller un petit peu au-delà, mais c'est important de dire qu'on ne part pas de rien, contrairement à certains pays, on le voit bien quand on travaille au niveau international, nous on est très avancé. Après, il y a la question de l'utilisation des données, ça c'est autre chose, parce qu'aujourd'hui les documents que nous avons sont des documents statiques, et là on va être dans une dynamique. Donc voilà, moi je trouve que j'aurais changé la traduction, parce que ça va être confusant pour les uns et les autres, puisqu'on parle effectif de l'entreprise, on reprend effectif de l'entreprise, puisque là, on parle vraiment de tout, vous l'avez bien expliqué, de la rémunération, de la santé, sécurité. Donc voilà, donc c'est important que vous avez une définition et
on vous dit dans les métriques que vous devez définir. Donc la question sera plutôt, comme d'habitude, quand on nous remet une couche supplémentaire, de faire en sorte qu'il y ait quand même une homogénéité et vraiment une compréhension, parce que sinon, ça va manquer de sens si finalement des indicateurs qui ont le même nom en apparence, finalement, ont un contenu différent. Donc voilà, donc pour, je pense, le périmètre France, moins de complexité que par rapport à certains pays au niveau européen. Mais je rassure mes collègues DRH, quand on a des filiales de moins de 50 salariés, on ne va pas être concerné. Voilà, un petit message entre nous pour... non, parce que, en tout cas, pour la NDRH, c'est notre cas. On est beaucoup PME, ETI. Hein, voilà, on a quelques grands groupes aussi. Mais voilà, donc ce qui fait qu'on a des filiales aussi au niveau européen ou au niveau international. Mais parfois, on a des filiales de taille. Voilà. Mais vous avez raison, c'est cette question du périmètre, déjà de savoir si on est concerné. Enfin voilà, nous ne sommes pas en retard. Il faudra juste bien détailler, comme vous parliez, dans le qualitatif, pour qu'on puisse comparer des choses comparables entre nous. Merci beaucoup, Laurence, pour ces précisions. Elsa, d'un point de vue CFDT, du coup, sur ces non-salariés. Oui, alors, je crois que l'intégration des non-salariés dans l'esprit de la CSRD, elle a vraiment du sens, parce qu'en fait, elle cherche à révéler déjà la proportion de ces travailleurs, et ces travailleurs, les identifier. Ces travailleurs, c'est souvent des travailleurs précaires, et ils échappent en fait à la construction d'un véritable parcours professionnel. C'est aussi intéressant, via la CSRD, qui va donc revenir, ce reparting va revenir tous les ans, d'identifier les fluctuations, parce qu'elles peuvent aussi dire quelque chose de l'activité de l'entreprise. Donc c'est important d'analyser les impacts, les risques et les opportunités, en particulier sur ces travailleurs. D'abord pour l'activité de l'entreprise, parce qu'elle peut identifier des vulnérabilités et des questions de dépendance face à ces travailleurs. Et puis pour les salariés aussi, se pose la question de leur statut au regard de leurs droits sociaux et des droits de l'homme. Et puis aussi, il y a des questions de conditions de travail, de santé et de sécurité, qui sont quand même intéressantes dans les politiques sociales à garder en tête, notamment pour identifier en fait les impacts, par exemple, que peuvent avoir les accords collectifs sur ce périmètre-là. Voilà, donc de notre point de vue, c'est plutôt... alors on peut parler effectivement de la traduction française, mais en tout cas les intégrer dans l'ESRS S1 sur la workforce, own workforce, ça a tout son sens. D'accord. Peut-être juste un point, parce que moi je suis d'accord avec Elsa de l'intérêt, mais il faut savoir, et là c'est un petit message à mes collègues, que toutes les autres thématiques qu'on a dans cette norme sociale ne concernent pas également les non-salariés. Beaucoup de thématiques en fait sont bien... voilà, donc moi je trouve que c'est une première étape, parce que c'est important, et vous le soulignez tout à l'heure avec la question des transitions, de savoir finalement quel est le workforce. Moi je préfère dire le workforce, parce que ça a des connotations, enfin je veux dire, l'imaginaire des uns et des autres fait que la traduction littérale n'est pas bonne, mais c'est vraiment important dans les années que nous allons vivre d'avoir ce point. Mais en tout cas, sachez, dans toutes les métriques, elles ne concernent pas tout le monde. Je trouve que c'est un premier pas, en tout cas, ce qui me fait dire que la responsabilité devrait être à la DRH, parce que ça fait un champ. Moi, on a l'habitude, avec nos propres salariés, effectivement, de veiller, parce que le droit du travail français est très en avance sur le sujet. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est important, et vous avez raison de le souligner, Elsa. Moi, je trouve que c'est un champ... voilà, à venir. Bon, merci pour ces précisions. Lydie, du coup, pour l'Observatoire. Alors en effet, du coup, au cours de ce webinaire, je vais me faire plus la porte-parole des fonctions RSE, alors qu'auprès des fonctions RSE, je me fais plus la porte-parole des fonctions RH. Mais pour rebondir et rejoindre tout à fait les propos de Laurence sur la question du pilotage, on sait que la CSRD va être très probablement une année... charnière pour les premières entreprises qui seront soumises, et que la majorité de nos fonctions RSE et responsables RSE sont tout à fait d'accord pour que ce soit piloté par la fonction RH sur les indicateurs sociaux. Je ne saurais vous dire, au cours de nos ateliers reporting de durabilité qu'on a maintenant depuis près de 2 ans, à quel point les débats autour de ces définitions du périmètre, pas périmètre, sont intenses dans nos échanges. Donc, et c'est vrai que lorsqu'on on s'est attardé sur cette norme ESRS S1, en effet, on sentait bien que c'était
pas simple. Alors, je suis désolée de commencer peut-être mes prises de parole avec une mauvaise nouvelle, mais mon premier message, c'est de dire que vous ne ferez pas l'économie de lire les textes. Je suis navrée, notamment le SRS 1. Voilà. Alors, pas les 280 pages dont Margot a évité de dire le nombre. Non, là, en fait, ce qui nous concerne, de la page 178 à 220. Alors, sur les indicateurs, Uniquement sur le SRS S1, moi je dis de lire le texte ESRS 1 et ESRS 2, les indicateurs de méthode. Parce que sans cette méthode, vous n'avez pas le sens de la loi. Montesquieu disait il y a la loi et l'esprit de la loi, et que c'est toute la nouveauté sur laquelle Margot a insisté particulièrement. Cette double matérialité, avoir cette lecture avec cette vision, cette projection dans le temps et dans le futur, qui explique aussi qu'on se retrouve avec 2/3 du reporting qui est en fait du reporting en fait qualitatif, et on voit bien que ça va faire effectivement bouger les lignes. Sur les pilotages, nous, notre message, c'est vraiment se saisir de l'opportunité que représente la CSRD pour pouvoir réinterroger la gouvernance, se mettre autour de la table et traiter cette CSRD et répondre à cette CSRD avec toutes les fonctions impliquées, chacune avec cette expertise. Et je pense que les fonctions RH n'ont pas que l'expertise sociale, des indicateurs sociaux, etc. On parle aussi de conduite de changement, de gouvernance, de stratégie, de politique sociale, d'entreprise. C'est ça qu'il y a derrière, hein. Quand on dit... typiquement sur la question des effectifs, alors donc on réintègre les intérimaires. On traite aussi des indépendants, ce que vient de dire Elsa. Ça dit quelque chose de leurs conditions de travail, de leur situation contractuelle. Et ça fait comprendre aussi aux directeurs d'établissement, à tous, que quand on parle droit de l'homme, en fait, c'est pas forcément dans les pays en développement, au loin, sur la chaîne de valeur. C'est aussi de manière très concrète, au niveau le plus local, hein, tu disais tout à l'heure local. Je crois que c'est tout à fait ça. Et nous, c'est notre message, c'est vraiment de se saisir de cette opportunité pour mettre tout le monde autour de la table et désiloter et travailler ensemble sur cette CSRD qui va, on voit bien, redessiner peut-être un peu des contours et des périmètres. On parle depuis 10 ans du DRH sociétal. Force est de constater que sur tout ce qui est droit de l'homme, notamment processus d'alerte, oui, il y a quelques fonctions achats qui traitent les processus d'alerte droits de l'homme, mais sinon, dans beaucoup d'entreprises, c'est aussi les DRH. Donc, on voit bien que les lignes vont bouger sur les rôles de chacun. Donc, il faut que chacun s'empare de son rôle et joue son rôle. Oui, mais merci Lydie. Ça permet de rebondir. Effectivement, quand on regarde la norme sociale ESRS S1, je vais donner une illustration. C'est vrai que pourquoi le pilotage RH est important? Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance naturelle quand on a besoin, qu'on ne recrute pas assez rapidement parce qu'on est en tension, que certains puissent avoir recours à d'autres mode, voilà, il y a énormément de prestataires d'une façon ou d'une autre, et tout ça ne passe pas et ne sont pas comptés. Bon, on les compte dans l'environnement de travail parce que forcément il y a les contrôles de sécurité, mais ce que je veux dire, c'est que passe à côté des personnes qui effectivement constituent la force de travail, on pourrait dire des prestataires informatiques ou que sais-je encore. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis merci Lydie d'aller sur le deuxième sujet. Alors ESRS S2, qui concerne cette fois, on va dire, le travailleur de la chaîne de valeur. C'est important, Lydie, ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la chaîne de valeur? Je vais prendre le cas, que ce soit chez vous ou chez nous, vous embauchez des prestataires pour faire un service dans une entreprise. Donc, ce prestataire, voilà, il gérait d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, avec le droit français, on ne regarde pas, il y a trop de risques. En réalité, c'est de nous couper d'une partie de l'information, ce que voient très bien, on va dire, les salariés et les élus, parce que quand vous avez effectivement le bilan financier et les comptes de résultats, vous voyez bien la distinction entre la masse salariale et tout ce qui concerne la prestation. Donc je trouve ça effectivement très important. On aura une meilleure lisibilité et au moins un réel reporting, surtout à l'approche des transformations que l'on va subir, ou plutôt anticiper pour en créer des opportunités, d'avoir vraiment une lisibilité et un état des lieux d'où on part pour aller quelque part. En tout cas, merci Lydie de porter ce message.
Vas-y, Oui, Elsa. je rajouterais bien, puisqu'on parle chaîne de valeur et qu'on déborde très rapidement sur ESRS S2, Allons-y. effectivement que le regard sur la chaîne de valeur, il est vraiment hyper important. Parce que ça ne sert à rien de réduire ses propres vulnérabilités si la chaîne de valeur est vulnérable. Donc il va falloir être attentif à bien identifier les travailleurs dans cette chaîne de valeur et puis s'assurer aussi qu'on ne reporte pas ses propres vulnérabilités sur le reste de la chaîne de valeur. Okay. C'est vrai que nous on parle beaucoup d'écosystème parce que du coup c'est un peu plus large que l'entreprise, mais c'est vrai que ça rejoint tous ces éléments. Oui, c'est l'entreprise étendue. Exactement. Absolument. Le deuxième point qui, alors pour nous, qui est vraiment d'actualité, parce que à peu près tous les jours on a des questions là-dessus, sur le salaire décent, sachant que effectivement, Margot l'a évoqué, il y a du français, il y a de l'international, il y a de la réglementation locale et ainsi de suite, il y a des avocats, il y a des droits locaux. Quel est le point de la NDRH là-dessus ? Nous, la NDRH, c'est très simple. On prend la définition qui se retrouve dans le salaire décent, qu'on va retrouver dans la directive européenne 2022-2041, qui nous dit le salaire décent, c'est effectivement le salaire qui, vous allez peut-être parler des minima sociaux, où il parle également des conventions collectives qui sont négociées avec les partenaires sociaux. Donc voilà la définition, en tout cas dans le texte de loi, ce que nous appliquons déjà. Donc la question, c'est effectivement de bien veiller qu'ailleurs, dans les autres pays, ce soit bien appliqué. En tout cas, voilà, si on regarde stricto sensu, effectivement, la directive européenne, on y est tous. Du coup, je pense que le salaire décent, c'est une très bonne nouvelle que ça fasse partie du reporting CSRD, bien évidemment. C'est un élément essentiel de la politique sociale et du dialogue social. Je crois qu'il faut aussi, au-delà du salaire décent, penser au pouvoir d'achat. Et en particulier ne pas s'arrêter au salaire décent comme étant finalement le salaire minimum, puisque le salaire minimum c'est le salaire d'entrée d'un salarié non qualifié dans l'entreprise. Donc en fait ça amène à réfléchir et se positionner sur un véritable parcours de rémunération, ce qui est aussi un enjeu d'attractivité et de fidélisation dans l'entreprise. Et puis, peut-être aussi pas aller trop vite dans l'analyse de matérialité sur cette question de salaire décent et de pouvoir d'achat en Europe, sous prétexte qu'on aurait des minima sociaux. D'abord pour cette raison que le salaire minimum n'est pas nécessairement un salaire décent quand on suit le parcours professionnel d'un salarié. Voilà, donc la CSRD, elle permet un état des lieux. Et elle permet effectivement, du coup, de réfléchir à ces parcours de rémunération et puis évidemment aussi à la question du partage de la valeur. Merci. Du coup, Lydie, sur l'Observatoire. Oui, en effet, salaire décent, salaire vital. On a des entreprises qui travaillent beaucoup sur la notion de salaire décent. Du coup, en fait, particulièrement en fait, quand elles sont implantées au niveau international. Et la question revient et se réinstalle en France récemment de s'interroger sur le salaire décent. Peut-on vivre, pouvoir d'achat ? Donc je rejoins les points soulevés par Elsa. Et c'est vrai qu'en préparant ensemble cette table ronde, on se disait c'est différent, en parlant des intérimaires, c'est différent de se dire... est-ce que je paye suffisamment mes intérimaires et combien je les paye, que de se dire est-ce qu'ils gagnent suffisamment pour vivre. Voilà. Et la CSRD, forcément, va vous amener à regarder un petit peu ça. Si moi, je refais un petit peu l'histoire et je prends le point de vue des fonctions RSE, je vais revenir à la loi Pacte 2019, la loi Pacte, qui du coup instaure un ratio d'équité à communiquer. Donc le ratio d'équité, c'est la rémunération des dirigeants jusqu'aux directeurs généraux délégués, comparé à la moyenne des salaires, du reste des collaborateurs, ils sont exclus du calcul, et également par rapport au salaire médian de ces collaborateurs. Donc il y a une obligation désormais de transparence sur ce ratio d'équité. On est en 2019 et nous, alors, on voit venir justement cette question des rémunérations autour, en fait, de cette idée du partage de la valeur. Et on savait que avant même le conflit russo-ukrainien, on savait que ce serait une question qui reviendrait et qui vient en fait quelque part interroger un modèle de société en réalité
sur la répartition, la richesse de la valeur. Où est-ce qu'on peut réinvestir, bien évidemment, la valeur ajoutée de l'entreprise sur les piliers, on va dire, social et environnemental du développement durable, et rééquilibrer ces 3 piliers pour être vraiment sur de développement durable. Donc nous, on l'avait vu à tel point qu'en fait, lorsqu'on a réédité notre étude sur les critères RSE dans les rémunérations, dans les parts variables, on s'est interrogé sur ce ratio d'équité, comment il était traité, comment il était communiqué, et ce que ça disait de la politique sociale de l'entreprise, parce que ça dit quelque chose de la politique sociale et de son orientation. Et on s'est aussi intéressé, pour la première fois, on a enfin réussi à le faire, aux accords d'intéressement. Puisque du coup, là, on touche l'ensemble des collaborateurs qui sont du coup concernés par la politique et l'orientation, la stratégie de l'entreprise au travers de cet accord d'intéressement. Donc il y a aussi derrière, ça dit quelque chose, les accords d'intéressement, et d'impliquer les collaborateurs. Ça dit aussi quelque chose d'un projet quelque part politique, quand on essaye d'embarquer l'ensemble d'une société, l'ensemble des collaborateurs, dans une même direction. Merci Lydie. Intéressant sur le ratio d'équité, parce qu'on a un point de vue, on va dire, similaire, mais par contre, effectivement, sans rentrer dans le débat, il va y avoir un enjeu d'avocat derrière, en tout cas de lecture juridique des droits, puisqu'en fait, au bord de l'ASA ou pas de l'ASA, des sociétés juridiques, ainsi de suite. Donc il y a des enjeux derrière importants de comment on constitue ça, puisqu'il y a des enjeux de comparabilité derrière. Mais voilà. Mais on ne va pas rentrer dans le débat. Du coup, on est déjà bien avancé dans la restitution. Peut-être le 4e point dans les résultats, un enjeu qui est autour du dialogue social. Et on pense que c'est effectivement extrêmement important de l'évoquer, puisque c'est un des 8 piliers, on va dire, des éléments. Donc Margot, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et là, c'est plus sur l'aspect qualitatif de l'étude qu'on a restitué. Effectivement, il nous semblait intéressant d'intégrer à notre étude le point de vue des organisations syndicales comme partie prenante de l'organisation et comme partie prenante du projet CSRD, parce que cette notion est omniprésente tout au long du texte de loi. Et donc, nous avons eu l'occasion et la chance d'échanger avec 3 organisations syndicales, la CGT, la CFE-CGC et la CFDT, donc ici présentes. Et de nos échanges ressortent, on peut dire, 2 grands constats. Le premier, qui est que factuellement, la CSRD est une opportunité d'élargir le dialogue social sur les enjeux ESG et sur les thématiques couvertes par la CSRD au regard des thématiques sociales, mais aussi au-delà. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a un dialogue social qui reste encore conditionné aujourd'hui par la maturité des partenaires sociaux, qui reste encore faible, au même titre que la fonction RH finalement, sur ces enjeux ESG et sur les enjeux de la CSRD. Et donc, mais qui demain finalement sera renforcée, une application finalement renforcée des partenaires sociaux dans ces réflexions et sur ces sujets, puisque la transposition en droit français de la directive européenne exige une obligation de consultation du CSE sur les informations de durabilité. Donc ici, ce qu'on note, c'est qu'on a un défi majeur, au même titre que pour la fonction RH, on le disait au début de la restitution de notre étude, qui est de venir acculturer ou de donner les moyens finalement de se former aux partenaires sociaux pour qu'ils puissent avoir une lecture et une utilisation du reporting pertinente et donc s'intégrer davantage aux réflexions des organisations sur ces sujets. On a un deuxième constat ici, autour duquel les organisations s'accordent pour la majorité, qui est cette opportunité de transformation impulsée par la CSRD, à la fois parce que cette obligation de publication et de transparence de la politique sociale sur l'ensemble de la chaîne de valeur doit pousser les entreprises à avoir davantage de réflexion, à se concerter. Et quand il y a concertation, il y a augmentation du dialogue social, si on peut dire comme ça, mais aussi parce que cette transparence va également donner davantage d'informations, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, des informations fiables et de qualité, puisqu'elles seront auditées et comparables, et du coup qui va pouvoir permettre une nouvelle analyse et une nouvelle lecture de la politique sociale de l'entreprise.
Ce qui ressort également de ce dernier constat autour du dialogue social, c'est vraiment une attente des partenaires sociaux et je pense de l'ensemble des parties prenantes au regard des organisations de voir ou d'apercevoir une réelle volonté de faire de la part des entreprises, de mettre en œuvre et d'appliquer ces normes, l'ensemble des normes et plus particulièrement donc aujourd'hui nous ce qui nous intéresse la norme ESRS S1 dans un objectif plus long terme finalement de transformation et donc d'utiliser ce reporting de durabilité vraiment comme un outil et comme un levier de pilotage de la transition sociale et écologique pour ne pas limiter nos débats au social. Merci pour ces compléments et c'est vrai que je trouve que on parlait d'écosystème, d'élargissement à un écosystème. Je trouve aussi que la notion de corps social est aussi intéressante puisqu'en fait derrière c'est vraiment un ensemble de parties prenantes, donc entreprises, syndicats, collaborateurs pour faire simple. Et donc c'est vrai qu'il y a un enjeu quand même extrêmement important d'appropriation mais aussi de transparence, de communication et ainsi de suite. Donc merci beaucoup. Deuxième un peu de temps d'échange qui nous paraissait essentiel aussi, c'est comment adresser les enjeux ESG, on va dire au sens général, avec davantage de concertation, effectivement, avec ce qu'on disait sur le corps social. Donc avec peut-être deux éléments qui nous semblent clés au début, c'est autour du manque, en tout cas avéré, en tout cas qu'on voit au fur et à mesure poindre au niveau des entreprises, mais aussi des parties prenantes, au niveau des compétences et des connaissances sur ces sujets-là, d'une façon générale, mais aussi sur ce volet-là du reporting. Est-ce qu'il y a un point de vue NDRH là-dessus, effectivement, sur cette acculturation nécessaire ? Alors, dans tous les différentes évolutions, événements ces dernières années, on a vu qu'on devait augmenter notre champ de compétences. On a eu le Covid, beaucoup d'entre nous ont eu des cyberattaques, on a des enjeux de transformation, de numérisation. Donc c'est vrai qu'il faut toujours être formé. Moi, je suis certifiée sur le sujet depuis bien longtemps, mais surtout, je donnerai un exemple par rapport au dialogue social, de la façon dont on réussit ensemble. Parce que moi, je dis un corps social, c'est ensemble. Je fais partie des entreprises de la métallurgie. On a une nouvelle convention collective depuis le 1er janvier 2024. Donc, mes collègues qui sont dans cette convention collective le savent. Et ils ont fait une chose qui était très intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place, au niveau effectivement de la métallurgie, une certification de compétences à passer sur tout ce qui est classification. Et on se rend compte que toutes les entreprises qui ont réussi, un petit message de remerciement à tous, mes partenaires sociaux et puis les managers et les membres de mon équipe qui ont travaillé, on a été formés ensemble, on a été certifiés ensemble. Et résultat, on a eu cette confiance dans les uns et les autres et les salariés aussi, parce qu'en fait, on avait un même niveau de connaissance et ça nous permettait de bien travailler ensemble, parce que la problématique que l'on voit sur des sujets qui pour moi sont d'importance, c'est quand on n'a pas le même background et quand on dit un mot, la terminologie n'est pas la même. Et là, le fait d'avoir fait ce point où former ensemble, certifier quand même, qui permet d'avoir la certification qu'on a bien tout, nous a permis d'aller plus vite et plus loin et de donner confiance. Et je trouve que si on veut effectivement avoir ce même dialogue dans un sujet comme qui est celui-là, CSRD, il faut vraiment qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire qu'on ait un même niveau de connaissance pour que quand on se parle, on puisse avancer, parce que pour moi, l'entreprise, on avance ensemble. On n'a jamais tant mis en avant, et on l'a vu avec la crise Covid, l'importance du capital humain. Et donc voilà, donc réussir, ça ne passe pas par une réussite individuelle, c'est toujours le collectif, et encore plus sur ce sujet, parce que sinon il y aura des points d'achoppement qui peuvent être que négatifs, parce que même si on est transparent, si l'autre ne comprend pas la même chose que nous dans la terminologie, parce que vous l'avez dit vous-même, malgré près de 50 pages, franchement, il y a des choses pas très claires. Donc voilà, qui va laisser place à de l'interprétation. Donc il faut vraiment qu'on y travaille ensemble. Mais j'ai bon espoir, parce que nous, c'est un sujet qu'on a commencé à aborder à la NDRH, et c'est pour ça qu'on est tous ensemble aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel on doit continuer, mais ensemble. Ça, du coup. Eh ben, merci Laurence, je crois qu'on est alignés. Très d'accord et alignés. En tout cas, ouais, je crois qu'on est très favorable à cette méthodologie. À la CFDT, c'est quelque chose qu'on avait porté au moment de la loi climat et résilience et l'attribution de nouvelles prérogatives sur les questions environnementales pour les représentants du personnel.
puisqu'on proposait en fait effectivement une formation conjointe des directions, et d'ailleurs pas seulement de la direction ressources humaines, mais justement direction RSE, direction financière et des représentants du personnel sur ces sujets, justement pour avoir un langage commun et une compréhension commune des enjeux. En fait, ça paraît vraiment essentiel. Oui. Je crois qu'au-delà de cette question de connaissance, on a quand même un enjeu de moyens. Ouais. On a absolument un enjeu de moyens. Et là, je crois parler au nom de toutes les organisations syndicales, puisqu'on n'a pas eu plus de moyens au moment de l'attribution de nouvelles prérogatives environnementales, dont il était essentiel néanmoins qu'elles rentrent dans les prérogatives des CSE. Et je pense qu'en fait, il y a une urgence à prendre en main l'accord national interprofessionnel, transition écologique et dialogue social, et à négocier en fait les conditions d'un véritable dialogue, se donner vraiment les moyens, parce que je pense qu'on va en parler plus tard, mais de discuter en fait avec le corps social, de prendre ce temps-là sur les questions de durabilité, parce qu'il s'agit en fait quand même de la pérennité de l'entreprise. C'est ça dont on parle. Okay, très clair. Côté RSE. Alors la question des compétences, comment vous dire à quel point elle est criante alors, donc on a effectivement un groupe de travail sur la question de la formation aux compétences de la transition juste, puisque encore une fois c'est au-delà de la compréhension de la crise environnementale. Il faudra que cette transition écologique soit accompagnée. Donc nous, on a des interlocuteurs au sein des entreprises qui nous demandent à pouvoir former leurs décideurs, bien évidemment, pour changer leur grille de décision et avoir une culture qui leur permette de décider à l'aune d'autres critères que des critères exclusivement financiers et court terme. Dans notre étude auprès des conseils d'administration sur leur niveau d'appropriation, on le disait déjà, c'était l'une de nos recos, former les conseils d'administration, former les décideurs, parce qu'ils ont vraiment le pouvoir de changer la stratégie de l'entreprise. On nous demande aussi de pouvoir former les collaborateurs. Peut-être que là, on est plus d'ailleurs sur de la sensibilisation, mais en effet, les collaborateurs, ils sont de plus en plus en demande d'avoir dans leur métier un impact positif, d'avoir du sens dans leur travail. Donc, ça passe aussi par là. Mais c'est vrai que force est de constater qu'une fois qu'on les a sensibilisés, qu'on leur a donné des clés de compréhension au sujet, ils sont d'autant plus en attente de se dire comment je transforme mon métier pour que je change le monde demain. Donc, il faut penser aussi l'étape d'après. On a effectivement des directions RH et des organisations syndicales, quand moi je les ai en entretien bilatéral, qui me font remonter aussi le fait que, oui, ils ne sont pas tout à fait au niveau de compétences. Ils ont certaines maîtrises, ils ont certaines données, ils ont cette culture du dialogue. Mais en fait, ce qui ressort, ça ressort particulièrement lors de nos entretiens que nous avons faits au cours de cette enquête. Tous ont bien compris qu'autour de la CSRD, il y avait des enjeux extrêmement importants. Tous nous ont parlé de double matérialité. Tous ont bien compris qu'on était sur une vision plus prospectiviste, qui se projette davantage dans le futur. C'est la définition même de développement durable. Donc je crois que c'est aussi ce qui explique le décalage dans les résultats avec cette espèce de sentiment de manque de moyens. Oui, il y a des ressources, très concrètement, il y a un manque de temps face à l'urgence climatique, mais c'est par rapport aux enjeux, on sent bien que oui, même les plus aguerris d'entre nous, au sein des fonctions RSE, ont des clés de compréhension, ont les indicateurs en tête, mais sur leur maîtrise et sur en faire encore une fois un outil de pilotage, c'est encore autre chose. Et il est vrai que nos directeurs RSE nous font eux-mêmes remonter un besoin de compétences, vraiment de soft skills sur ces sujets de développement durable, mais pas que. On s'aperçoit aussi, là je crois que Laurence va tellement me rejoindre parce que ça va tellement lui évoquer des souvenirs, on leur demande aussi à ces directeurs RSE d'inspirer le changement, donc d'être des leaders, d'avoir du leadership, d'être des communicants. Et on se retrouve un peu comme à l'époque avec les managers et les managers intermédiaires et de proximité qui étaient le mouton à 5 pattes. Manager, on a oublié que c'était pas une promotion mais que c'était une compétence et que ça devait s'accompagner, qu'ils devaient savoir tout faire, savoir communiquer, avoir du leadership embarqué. Avec le digital, comme tu l'évoquais tout à l'heure, il faut être un community manager.
Enfin, il faut savoir garder une équipe avec une cohésion d'équipe alors qu'on est dans des organisations hybrides. Bref, le vrai mouton à 5 pattes, le petit mouton noir aussi sur qui tout retombe dessus. Moi, j'ai envie de dire, le directeur RSE, du coup, il faut qu'il maîtrise un bilan carbone, il faut qu'il sache remplir une CSRD, il faut qu'il sache piloter la stratégie RSE de l'entreprise, il faut qu'il sache communiquer, il faut qu'il sache embarquer. Et comme en plus, ils ne vont pas du rêve, la transition écologique, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu la licorne et surtout, n'oubliez pas de lui mettre des couleurs pour bien vendre du rêve. On est d'accord que la licorne, ça n'existe pas. Donc, si on pouvait d'ores et déjà partir sur ce principe-là, la licorne n'existe pas. Donc oui, il faudra former les directeurs RSE et l'ensemble des autres fonctions à l'acquisition de compétences dures. Il faudra former les directeurs RSE à l'acquisition de compétences plus soft, mais je pense aussi que c'est raisonnable de capitaliser sur des compétences qui existent ailleurs, notamment au sein des fonctions ressources humaines, quand on parle conduite de changement, et donc de jouer les alliances, et encore une fois, de disciloter en entreprise. Ok. Vous voulez rebondir? Oui, merci. Je disais que finalement, dans le champ du dialogue social, pour nous, dans le pilier social, c'est beaucoup plus facile parce que c'est un sujet habituel de nos partenaires sociaux. Donc là, c'est comme quand je parle des qualifications, des classifications. On est vraiment dans un champ habituel. Le plus complexe, ce sont les autres piliers pour moi. Là, on se retrouve entre nous, ça va être des autres critères. Bien sûr, on va avoir des maîtrises différentes. Bien sûr, on va un peu parler d'autres sujets, notamment les travailleurs de la chaîne de valeur. Mais on est habitué. C'est les autres champs qui sont plus durs. J'ai moins de crainte par rapport au pilier qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le pilier social, alors qu'ils ont un champ beaucoup plus étendu. Et vous avez raison, il y a des rôles très différents des uns des autres, mais on est quand même bon sur le pilier social. En tout cas, moi je dis juste qu'il faut que vous ayez, comme nous, suffisamment de monde, et notamment, on voit bien, parce que tous les 4 ans, les personnes changent quand même, en fonction des élections, que vous ayez des personnes avec une appétence aussi sur les sujets. Parce qu'on parle du temps attribué, mais moi je dirais aussi d'avoir des personnes, et c'est important d'avoir de bons partenaires sociaux, et eux, avec les évolutions et l'individualisation dans les entreprises, sont de plus en plus chahutés parfois au sein des organisations. Et donc c'est vrai que c'est un métier, je dirais c'est une vocation de faire partie des représentants du personnel, mais sans eux, en fait, on n'avancera pas dans un bon dialogue social et constructif pour demain. Donc un appel, nous aussi on a besoin de recruter des talents, mais vous aussi, parce que dans les élections, c'est parfois difficile d'avoir des listes avec des personnes qui, en plus, ont des appétences sur ces sujets, qui est indispensable au sein des organisations aujourd'hui. Je pense que si je peux rebondir là-dessus, tu as raison, il faut capitaliser sur les retours d'expérience des uns et des autres, sur ce que vous savez les uns et les autres bien faire, de façon à pouvoir justement gagner du temps qu'on n'a pas pour monter en compétences. Et tous les entretiens qualitatifs que nous avons conduits au cours de cette étude nous ont parlé de co-construction. Donc c'est bien que les gens veulent y aller et sont bien dans des logiques de coopération. Oui. Moi, je voudrais ajouter que la CFDT, elle est donc engagée depuis longtemps sur la transformation et qu'on a conduit des travaux avec nos militants sur la transition juste. Et on a sorti en 2023 un manifeste de la transition juste. Donc on a vraiment un positionnement syndical fort sur le sujet et pas uniquement effectivement sur l'aspect social, mais également environnemental en effet. Oui. Ok, donc on note quand même échange, co-construction, moyens, alors financiers, non financiers on va dire, donc pas mal de sujets autour de la table. Et il nous reste 25 minutes pour évoquer notamment des enjeux d'opportunité pour la fonction RH, avec finalement plutôt une table ronde, plutôt vraiment des échanges là-dessus, se dire en fait, est-ce que la CSRD peut être un levier générateur de création de valeur, on va dire, interne et externe, avec des thématiques clés qui sont autour de celles qu'on a évoquées auparavant, tout au long de l'étude, mais notamment la gouvernance, la responsabilité, la transparence au sens même presque confiance, on va dire, et l'écosystème que je traduirais effectivement écosystème élargissement, pas uniquement à l'entreprise, mais aussi élargissement à un corps social qui est beaucoup plus important. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, au sein de la NDRH, donc sur tous ces éléments-là? Ça peut être dans ce sens-là ou dans un autre, mais tous ces éléments-là, est-ce que c'est effectivement la CSRD peut être un levier de création de valeur? Alors,
à la fois un levier de création de valeur sans aucun doute. La question que l'on voit sur la question des valeurs et de la gouvernance est vraiment un sujet important. Et on l'a bien vu au moment du Covid, de l'importance de la fonction stratégique RH comme des ressources humaines que l'on représente, puisque c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, les femmes et les hommes des organisations étaient importants et de ce fait, notre fonction est revenue sur le devant de la scène. Avec quand même, et vous l'avez dit tout à l'heure sur la question des enjeux stratégiques, la question du positionnement. C'est vrai qu'on milite pour que les DRH soient au COMEX, hein, moi c'est mon cas, comme beaucoup de mes collègues, ce qui facilite le portage de ce pilier social. Et quand tu disais tout à l'heure sur la façon de bien travailler avec la RSE, moi je m'occupe du pilier social. On a effectivement une responsable RSE et c'est vrai qu'elle organise et qu'elle conduit, mais en fait on travaille de façon concertée. Et je trouve que c'est ainsi qu'on travaille le mieux, c'est-à-dire dans une gouvernance qui permet à chacun de s'exprimer, même s'il y a quelqu'un qui coordonne et qui nous alimente sur les sujets. C'est d'ailleurs la personne en charge de la RSE qui nous dit si on est effectivement dans le champ, qui nous oriente, qui fait des comparatifs, qui aide dans les appels d'offres, etc. Donc c'est important. Donc cette question de la responsabilité, de la transparence, on l'a bien vu, et du fait que comme on est dans un écosystème plus large, c'est important aussi, on le voit tant à la NDRH pour nos adhérents, parce qu'on est quand même 6 000, voilà, c'est 6 000 personnes physiques, puisque nous, l'adhésion est individuelle, d'être accompagnés, comme c'est important d'avoir des associations comme l'ORS pour effectivement partager et monter en compétences. Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet, après avoir beaucoup travaillé sur RH, RSE, on a fait de nombreuses publications ces dernières années, de pouvoir travailler sur ce sujet. Et je dirais que même si nous ne sommes pas tous concernés aujourd'hui par ces normes sociales, en revanche, c'est inspirant. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas concerné qu'on ne devrait pas le faire. On a tous envie, effectivement, déjà d'attirer des talents, mais aussi de donner du sens dans nos organisations. Et on le voit bien avec les dernières générations. Ils sont vraiment une appétence sur les sujets, pas que les normes sociales, parce que la plupart du temps, ça ne les intéresse pas beaucoup, sauf bien sûr l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui arrive en premier. Mais pour le reste, ils ont des appétences sur les autres sujets. Donc voilà, un travail en commun avec une bonne coordination et ne pas laisser sous prétexte que c'est trop de charges de travail. Finalement, les métriques, c'est très simple. Le plus dur, c'est la définition de l'indicateur. Après, voilà, si on se met d'accord tous les ans, voilà, et puis la RSE se charge de nous rappeler qu'il faut qu'on donne nos indicateurs, donc voilà, donc on les donne bien. Le plus dur, effectivement, au départ, c'est avec ces nouveautés d'avoir bien les bonnes définitions et de se mettre d'accord. Et je ne parle pas qu'au niveau du périmètre français, je parle vraiment au périmètre européen. Et c'est en cela où la fonction RSE doit nous aider pour que vraiment ça se passe bien, parce qu'il y a le partage, effectivement, je dis que comparaison n'est pas raison, mais pour autant, c'est inspiration, donc c'est inspirationnel. Et là, on a vraiment un champ et une opportunité de bien travailler ensemble, parce que les plus jeunes générations sont très sensibilisées sur le sujet. Si on leur dit que l'entreprise est trop petite sur le sujet, peu importe. Ils auront envie d'une certaine transparence, d'une responsabilité de leur organisation. Donc autant préparer notre gouvernance. En tout cas, nous, on est partie prenante, et avoir participé à cette étude avec vous est vraiment un signal fort, en tout cas pour la population de ressources humaines que je représente aujourd'hui. Merci beaucoup. Elsa, du coup oui, alors je vois qu'il y a 4 thèmes et beaucoup de temps. On peut les prendre par désordre. Non, mais absolument, je vais parler de gouvernance, parce que la gouvernance, ça nous permet aussi de rappeler que, en fait, ce qui est important sur la CSRD, c'est de lui donner du sens. C'est un outil, mais ce n'est pas un outil de conformité, c'est un outil stratégique, parce que dans un monde où les entreprises sont confrontées à des vulnérabilités, en fait, elles doivent parler à leurs parties prenantes pour leur expliquer comment elles vont se transformer pour faire face à ces vulnérabilités. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que ça remet les enjeux écologiques et sociaux au même niveau
que les enjeux financiers dans la gouvernance de l'entreprise. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour les politiques sociales, notamment. Voilà, donc ça, c'était mon point sur la gouvernance. Je voudrais rebondir également sur l'écosystème. Donc l'écosystème, évidemment, c'est les parties prenantes qui vont toutes être impactées par les transformations de l'entreprise. Dans cet écosystème, alors on en a un petit peu parlé, mais je voudrais quand même en reparler parce que ça me paraît fondamental. En fait, l'implication des salariés à travers le dialogue social, les représentants du personnel et les organisations syndicales, c'est absolument capital. Hein. Les salariés, c'est pas que des parties prenantes, c'est vraiment des parties constituantes de l'entreprise. Hein. Donc, comme les actionnaires, elles investissent. Elles investissent leur travail et puis elles prennent des risques. Donc elles ont intérêt à la pérennité de l'entreprise et donc les salariés ils portent cette vision à long terme. Et puis c'est eux qui opérationnalisent les changements et c'est quand même également les premiers impactés par les changements. Hein, ça va impliquer des changements, des bouleversements dans l'organisation du travail, des questions d'emploi, de compétences et de formation. Donc, ils doivent être absolument impliqués et ce dialogue, et ça, je crois que ça vaut pour le dialogue avec les représentants du personnel, mais d'une manière générale avec toutes les parties prenantes, ce dialogue, il doit être global. Il doit être permanent et itératif. Il doit être global parce que, alors, du point de vue des salariés, il va déjà falloir ouvrir vraiment cette discussion au sein de la gouvernance et notamment dans les conseils d'administration, impliquer les administrateurs salariés. C'est une vraie richesse sur la discussion autour de la CSRD. Évidemment, parler également à tous les niveaux de la représentation du personnel et notamment dans les grands groupes, parce qu'en fait, il va falloir affiner, il va falloir que cette CSRD, il va falloir qu'elle aboutisse sur un reporting de durabilité qui soit vraiment fin. Et pour ça, il faut prendre les enjeux du groupe, mais il faut aussi descendre localement. Et ici, localement, c'est là qu'on a des salariés et leurs représentants qui portent la réalité du travail, notamment par les représentants de proximité. C'est global aussi ça implique également que les représentants du personnel soient vraiment impliqués dans l'analyse de matérialité et de double matérialité. C'est absolument capital. Et dernier point, c'est ça qui va permettre d'analyser en fait les impacts, les risques et les opportunités, donc la réalité de la matérialité des enjeux. Et puis c'est un processus itératif, la CSRD, c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment dans un schéma d'amélioration continue. On ne fait pas du reporting pour du reporting. On fait du reporting pour se transformer, pour être durable. Et donc, en fait, ce dialogue avec le représentant du personnel, il va falloir l'avoir en permanence sur les 3 consultations récurrentes. Mais vraiment, d'année en année, c'est quelque chose sur lequel l'entreprise et ses partenaires sociaux vont évoluer. Merci, très clair. Et du coup... Alors moi, je tente le strike, gouvernance, transparence, écosystème, et je finis sur responsabilité. Je tente. C'est bon. Oui, tout à fait. La gouvernance, je vais me faire répéter un peu ce qui a été dit, mais on est très attentif alors sur cette question du pilotage. Je l'ai dit tout au long de cette webconférence. On est un observatoire, donc on peut avoir du recul aussi sur les pratiques de nos adhérents. Donc je peux dire qu'au sein même de nos adhérents, nos directeurs RSE ont bien conscience et sont très impliqués et ont envie d'instaurer le changement et de transformer les entreprises de l'intérieur, hein, y compris quand elles partent de loin. Mais on est très attentif à ce qui va se passer au rapprochement entre les fonctions en termes de pilotage que cette CSRD va susciter, notamment parce que Margot l'a rappelé, il y a une question effectivement de double matérialité avec une analyse matérielle simple sur l'impact social et environnemental et sur l'impact financier de ces impacts sociaux et environnementaux. Donc l'impact financier, on voit des rapprochements bien évidemment avec les directions financières qui ont leur rôle à jouer. Elles vont aussi avoir des data points à renseigner. On se pose donc la question de savoir si la fonction RSE va se rapprocher aussi de la fonction financière, mais de qui va influencer l'autre. Parce que si c'est la direction financière avec ses critères financiers et notamment donc une analyse court terme, on n'est pas dans le changement de vision et le changement de paradigme que les directions RSE voudraient, vers lequel les fonctions RSE voudraient aller
plus long terme, en prenant en compte des critères extra-financiers, en les remettant au même niveau que des critères financiers. C'est tout le travail de comptabilité en triple capital. Donc, premier point de vigilance sur lequel on est très, très attentif à l'ORS. La transparence que va forcément apporter la CSRD avec ses plus de 1000 data points, ça va rendre des indicateurs et des informations accessibles à tous. Donc, évidemment, aux instances de représentation du personnel qui vont pouvoir s'en saisir, ça va compléter la BDES, se superposer avec la BDES d'ailleurs, puisque maintenant elle est aussi environnementale. Donc, quelle influence sur l'info-consultation, puisque maintenant les CSE en France doivent être informés et consultés sur les projets stratégiques de l'entreprise ayant un impact environnemental. Alors, définir le projet stratégique de l'entreprise qui a un impact environnemental, ça c'est aussi une question de dialogue, mais du coup avec des données externes qui vont pouvoir être récupérées et venir nourrir les débats. Idem, c'est que ces données externes, elles vont pouvoir être en fait disponibles auprès des parties prenantes, ONG, sociétés civiles, qui vont pouvoir dialoguer avec vous dans un dialogue parties prenantes qui, avec les fonctions RSE, existe déjà et plus ou moins formé. Je rappelle à ce sujet que quand on met en place un dialogue partie prenante, c'est bien d'impliquer la première partie prenante de l'entreprise interne, c'est-à-dire les salariés, d'informer les instances de représentation du personnel de l'existence de ce comité partie prenante, voire éventuellement de les inviter à la table des discussions. Voilà. Donc, deuxième message, mais je peux me permettre de le faire, c'est un constat partagé par l'ensemble de nos adhérents. Et puis, la difficulté aussi dans le monde un petit peu individualiste dans lequel on est, c'est aussi que ces données publiques puissent être appropriées par le tout à chacun. Et chacun des citoyens. Donc, comment on répond à cette superposition de dialogue ? Il y a des accords en entreprise, il y a du dialogue en entreprise, le dialogue social, il y a du dialogue plus direct. Votre collaborateur, c'est un citoyen, il a accès à la CSRD s'il le souhaite. Donc, il peut venir vous interroger et vous poser des questions. Il y a du dialogue partie prenante. Comment ces dialogues vont interagir, comment ces dialogues vont se construire, comment aussi peut-être dans cette cacophonie de dialogue on va pouvoir s'entendre. Je crois que voilà, il y a une culture du dialogue au sein des fonctions RH et auprès de l'ensemble des partenaires sociaux qui peut être inspirante. Alors, on s'est beaucoup interrogé jusque-là sur la façon dont la RSE pouvait être un levier de transformation du dialogue social. Force est de constater qu'il y avait un petit peu une panne de ce dispositif-là, alors que pourtant, partout ailleurs dans le monde, on nous l'envie. Peut-être qu'en fait, la bonne question, c'est de savoir comment le dialogue social peut inspirer les autres formes de dialogue, pour qu'on parle à la fois de dialogue professionnel, qu'il soit direct, qu'il soit par les instances de représentation du personnel, mais en tout cas au travail, du travail, avec l'ensemble des travailleurs, workforce, c'est-à-dire salariés ou non salariés. Et peut-être aussi qu'on parle de dialogue avec les parties prenantes, les autres parties prenantes, la société civile et les individus, les citoyens dans leur ensemble. Et auquel cas, là, on est sur quelque chose qui est vraiment pratiquement un nouveau projet démocratique. Je vous invite à penser les quelques démocraties qui nous entourent et l'état dans lequel elles se trouvent pour penser la nôtre. Donc voilà, on voit bien que c'est un projet de société derrière et peut-être que je crois aux licornes, mais je pense qu'il y a ce message-là à faire et se saisir de cette opportunité de transparence, parce qu'on en revient donc à l'écosystème. Quand on parle de parties prenantes, forcément vous vous insérez dans un écosystème, que vos parties prenantes, elles sont aussi avec leurs spécificités et elles sont sur des territoires avec leurs enjeux. Donc c'est bien de revenir à cette culture locale, dont on parlait tout à l'heure, et parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre à la transition écologique, en faisant en sorte que cette transition soit sociale, c'est en étant au plus près du terrain et donc au cœur des territoires. Le secrétariat général du développement durable a sorti sa feuille de route et effectivement, on voit bien que son analyse, elle est territoriale. Sur sa feuille de route métier-emploi, on voit bien qu'en fait, il ressort un concept qui s'appelle la gestion territoriale des emplois et des compétences, dont a priori les DRH ont une certaine expertise sur le sujet. Donc voilà, et c'est là où ce sera à la responsabilité de tous les acteurs de se saisir de cette opportunité et de répondre à l'instant présent et aux enjeux qui nous font face, de transition écologique, de transition juste. Et la CSRD, encore une fois, faut pas la subir. Le mot chinois pour chaos, ça signifie à la fois effectivement l'anarchie, mais ça signifie aussi l'opportunité.
Voilà, c'est dur de rebondir là-dessus, mais rapidement, parce que je veux jouer aussi sur le strike, je le fais dans l'autre sens, donc écosystème, pour nous, effectivement, on le voit depuis quelques années, et j'aurais tendance à dire que c'est vrai qu'entreprise élargie, mais c'est surtout, en fait, on se tourne vers plutôt la société avec un grand S que la société avec un petit s. Sur la transparence, je pense que c'est un élément moteur, et notamment tout ce qui est pour la confiance des collaborateurs. Et demain, la conviction de Deloitte, c'est de se dire, si demain, on n'est pas CSRD, socialement compliance, ou en tout cas, il n'y a pas des éléments de communication clairs, ça va être compliqué de pouvoir recruter ou d'attirer et de fidéliser les talents. Ça va être un enjeu clair avec... J'ai bien aimé ce que disait Lydie sur le collaborateur, consommateur, citoyen. En fait, je pense que c'est une chaîne un peu complète. Sur la responsabilité, je pense qu'il y a un enjeu sur les données, qui s'approprie les données, qui les comprend. Et là, je pense que du coup, c'est vraiment un dialogue entre RSE et RH, parce que du coup, il y a deux enjeux. Et sur la gouvernance, alors là, pour le coup, j'ai peut-être un esprit capital humain, mais je pense que le DRH doit être au cœur, en tout cas, doit être le pilote de l'avion sur ça. Mais c'est sympa, Laurent. Non, mais en tout cas, c'est sincère pour que ça fonctionne. Si effectivement le DRH ou responsable RH, en fonction de la taille des entreprises, n'est pas à l'intérieur, on va perdre effectivement toute la richesse. Voilà, c'est vraiment un travail collectif. Il faut jouer collectif pour réussir et saisir cette opportunité. Une contrainte, ça ne marche jamais. Donner des indicateurs, c'est dévaloriser une fonction, quelle qu'elle soit. Totalement en ligne avec ça. Et peut-être, du coup, on est vraiment dans les temps. Donc, un mot de conclusion et une vision prospective. Conclusion, je pense qu'on l'a un petit peu tous dit au fur et à mesure du webinaire. C'est effectivement un niveau de maturité qu'on a appelé perfectible. On verra que cette perfectibilité peut être différente en fonction des tailles d'entreprise. Et aussi de l'exposition en France internationale aussi, mécaniquement. Donc, globalement, par rapport à ce premier sondage, on voit que la fonction RH n'a pas forcément pris la mesure totale des enjeux et des opportunités de la CSRD. Peut-être que la discussion avec ces homologues RSE vont faire que ça peut s'améliorer. Et derrière, effectivement, c'est des enjeux stratégiques et une feuille de route qui est quand même un peu plus forte à avoir en tête pour les organisations. Moi, j'ai bien aimé, et je remercie Margot aussi pour la conduite de l'étude au passage, sur le fait qu'on passe de l'extra-financier à la durabilité. C'est extrêmement important et vraiment, c'est des enjeux un peu cruciaux là-dessus. C'est vraiment donner du sens à l'outil. Exactement, exactement. Et dernier point, et je ne vais pas rentrer dans le détail, on vous enverra les slides, ils seront disponibles. C'est un enjeu pour moi qui est extrêmement important parce qu'en fait, on se focus sur un enjeu de reporting qui est essentiel sur 2024-2025. Par contre, la trajectoire, elle est aussi importante et on l'a vu sur trois gros enjeux, on appelait ça gouvernance ou stratégie. C'est vraiment un point important. Comment en fait le DRH se met au cœur de ces éléments-là, et Laurence a soulevé avec des enjeux COMEX aussi qui sont extrêmement importants. Un enjeu d'organisation, et c'est comment en fait on est au cœur du dispositif et comment on orchestre les choses, on les articule, avec un enjeu derrière qui est plus uniquement un reporting vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de tiers, mais un reporting qui est plus large vers un écosystème. Et le dernier point, qui est à mon avis le point un peu rapide à avoir en tête, je pense que vous êtes à peu près liés méthodologiquement, je pense qu'il y a 2-3 enjeux, aussi bien entre les pratiques locales, les données, les définitions, l'homogénéité des éléments qu'on va remonter. Je pense que ça sera clé aussi pour les différentes entreprises. Et il nous reste un peu de temps pour dire, si vous aviez un mot pour conclure, chacune d'entre vous. Un mot pour conclure, moi je dirais que j'ai toujours milité au sein de l'association pour dire que notre champ était bien au-delà des salariés, que nous devrions avoir la responsabilité de l'ensemble des travailleurs, puisque que ce soit les dispositifs d'alerte ou des référentes harcèlement, et bien finalement que ce soit des salariés ou des externes, si ça concerne des travailleurs, même sur la chaîne de valeur, nous les traitons. Donc c'est un champ qui est important si nous voulons jouer notre rôle, parce que finalement on s'appelle directeur des ressources humaines, on ne s'appelle pas directeur des salariés. Et donc je trouve que finalement grâce à ces normes sociales, on va pouvoir prendre pleinement notre rôle et c'est vrai, nous permettre de jouer ce rôle que nous jouons, que ce soit, on parlait des questions de santé, de sécurité des salariés, eh bien avoir un périmètre plus étendu, parce que sinon le salariat diminuera
et notre fonction associée. Et nous avons un rôle à jouer dans la transition à venir, dans les transitions à venir. Donc voilà, et c'est très bien d'avoir travaillé ensemble. En tout cas, merci à tous. Je pense qu'on a permis d'ouvrir en tout cas des portes qu'il faudra encore investiguer. Merci. Un mot de la fin, moi j'aurais bien repris cette citation de Margot sur... en tout cas, je crois qu'il faut vraiment que tout le monde se pose pour réfléchir à effectivement cette évolution du vocable extra-financier vers durabilité. C'est extrêmement important et extrêmement parlant. Mais du coup, je vais conclure sur autre chose et revenir sur l'idée que tout ça se fait dans le dialogue permanent avec les parties prenantes pour progresser ensemble, pour modifier et avancer, faire avancer l'écosystème ensemble, pour que les transformations soient génératrices d'une performance durable. Okay. Alors le mot de la fin, je vais essayer de faire plus court, c'est promis. On a dit les hétérogénéités des niveaux de maturité. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'ils sont partagés aux fonctions RH et aussi aux fonctions RSE qui n'ont pas toutes les mêmes moyens. Donc mettre tout le monde à l'aise là-dessus pour dire qu'on est tous dans le même bateau. Donc voilà, je redis et encore collaborer, désiloter. Je crois avoir dit déjà dialogue, co-construction, ça a été dit par tous. Donc pour finir, le plus dur, c'est de commencer et de dépasser l'impression d'un simple exercice de reporting pour être sur quelque chose avec une vision plus long terme de durabilité. Le plus dur, c'est de commencer. Margot ? Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, c'est ça ? Allons-y. Non, merci. C'est court, c'est de plus en plus court en fait au fur et à mesure. Donc merci à tout le monde pour votre participation. Je remercie quand même toutes les équipes qui ont travaillé chez tout le monde en fait, et spécialement chez nous. Je remercie aussi Margot et aussi Anaïs sur ces sujets-là, puisqu'en fait ils ont mené d'une main de maître cette étude, et on se donne le droit peut-être que dans 6 mois on fera un sondage pour voir si ça a amélioré ou pas, avec une obligation de façon de reporting rapide. Donc on aura certainement une plus-value sur une amélioration des scores. Donc merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois. Et un replay sera disponible la semaine prochaine, ou en tout cas fin de semaine. Voilà. Merci, au revoir. Merci à toi.